Je m'appelle Charlotte Russell et j'ai 30 ans. Dimanche dernier matin, je sirotais mon café dans mon appartement de Little Rock lorsque mon téléphone a émis un signal sonore pour une note vocale de mes parents. Elle ne m'était pas destinée. Elle était pour ma sœur. Ce que j'ai entendu a arrêté mon cœur. Ils m'ont traité d'excentrique, ont dit que ma carrière était un passe-temps sans avenir et ont affirmé que personne n'épouserait jamais quelqu'un comme elle, moi, leur propre fille. Je suis restée assise là, stupéfaite, tandis que leurs mots s'imprégnaient en moi. Toute ma vie, j'ai pensé qu'ils étaient mes plus grands supporters, mais ça c'était une trahison, pure et simple. Je ne pouvais pas l'oublier et je n'allais pas laisser passer ça. Ce moment a déclenché un plan, une action audacieuse et calculée pour les confronter d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Je ne parle pas d'une discussion familiale tranquille. Non, j'avais quelque chose de plus grand en tête, quelque chose qui bouleverserait leur monde, comme ils l'ont fait pour le mien. Que ai-je fait ? Rester dans les parages pour découvrir comment je les ai forcés à faire face à la vérité devant toutes les personnes qui comptaient. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En grandissant à Little Rock, je pensais que mes parents étaient mes plus grands supporters. Mon père, Edward, était banquier et a pris sa retraite il y a quelques années, toujours plein de conseils sur la stabilité. Ma mère, Pamela, vend des biens immobiliers, constamment en contact et charmant ses clients. Puis il y a ma sœur, Paige, de 2 ans ma cadette, qui travaille dans les médias, et toujours l'enfant chéri à leurs yeux. Nous étions proches, du moins c'est ce que je croyais. Dîner de famille, vacances, tout ce que vous voulez, nous le faisions ensemble. Je me mettais en 4 pour les aider, comme lorsque j'ai organisé gratuitement la fête du 50e anniversaire de papa, transformant notre jardin en un lieu élégant avec des guirlandes lumineuses et un groupe de musique. Tout le monde en a dit du bien. J'ai même couvert certaines des dépenses professionnelles de maman lorsque ces transactions ont échoué l'année dernière, en lui virant quelques milliers de dollars sans hésiter. La fête de promotion de Paige, je m'en suis également occupé, en concevant des invitations personnalisées et en réservant un lieu sur le toit. C'était ma façon de montrer mon amour, en utilisant mes compétences d'organisatrice d'événements pour les rendre fiers. Mais cette note vocale a tout changé. Je l'avais entendue dimanche, mais lundi, j'étais encore sous le choc. C'était d'abord la voix de maman tranchante et dédaigneuse parlant à ma sœur. Charlotte est tellement excentrique, a-t-elle dit, comme si c'était un défaut. Sa petite entreprise d'événements est tellement instable. Elle ne se posera jamais. Personne n'épouserait quelqu'un comme elle. Papa est intervenu, son ton froid. Paige, c'est de toi que nous sommes fiers. Tu as une vraie carrière. Charlotte ne fait que patauger. Moi, qui patauge. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ils ne parlaient pas seulement de mon travail. Ils détruisaient toute ma vie. J'avais passé des années à construire mon entreprise, à y mettre tout mon cœur, et ils pensaient que c'était un passe-temps. Je les avais soutenus, je les avais célébrés, et voilà ce qu'ils disaient dans mon dos à Paige, entre toutes, qui m'avait souri lors de ces dîners de famille comme si de rien n'était. J'ai relu la note, en espérant avoir mal entendu. Non. Chaque mot était clair. Maman a continué en disant que le travail de Paige dans les médias était prestigieux, qu'elle allait de l'avant. Papa a même ri, disant que je finirais probablement par leur demander de l'argent un jour. L'ironie était douloureuse. C'était moi qui les avais aidés. J'ai repensé à toutes les fois où j'étais resté éveillé tard pour organiser leurs événements, sans jamais rien demander, comme lorsque j'avais organisé un gala de bienfaisance pour le groupe immobilier de maman, en coordonnant tous les prestataires pour la mettre en valeur, ou lorsque Paige avait besoin d'un lieu de dernière minute pour l'événement de lancement de son entreprise, et que j'avais tiré les ficelles pour lui obtenir une place dans un hôtel complet. Je l'avais fait parce que je les aimais, parce que la famille était censée se soutenir mutuellement. Mais ils ne me soutenaient pas. Le pire, ils n'avaient pas seulement tort, ils étaient ignorants. Ils ne me connaissaient pas du tout. Mon entreprise n'était pas un petit boulot. C'était une puissance. Je n'étais pas le désordre excentrique qu'ils me décrivaient. Et la pique, personne ne l'épouserait, ça a fait mal, surtout que j'étais fiancé à quelqu'un qui leur prouvait le contraire à tous points de vue. Mais ils ne le savaient pas non plus. Toutes ces années de soutien, tous ces sacrifices, et ils pensaient que j'étais un échec. J'ai senti ma poitrine se serrer, un mélange de colère et de chagrin. Je voulais les appeler, crier, exiger des réponses. Pourquoi dirait-il ça? Pourquoi à Paige? Était-elle d'accord avec eux? Je ne savais pas,
mais l'idée qu'elle approuve me retournait l'estomac. Je suis resté assise là, à regarder mon téléphone, la note toujours ouverte. J'aurais pu les confronter sur le champ, mais quelque chose m'a arrêté. Il ne s'agissait pas seulement de sentiments blessés. Il s'agissait du fait qu'il construisait un mensonge à mon sujet, peut-être même au reste de la famille. Je devais savoir jusqu'où cela allait. Disait-il à tout le monde que j'étais un désastre? Paige était-elle complice? Plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais pas simplement laisser tomber ça. Je n'allais pas pleurer ou mendier leur approbation. Non, j'allais leur montrer exactement qui j'étais et les forcer à faire face à la vérité d'une manière qu'ils ne pourraient pas ignorer. Cette note n'était pas seulement une trahison. C'était le début de quelque chose de plus grand. J'en avais assez d'être leur souffre-douleur. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon bureau à domicile, relisant leurs mots. Je n'arrêtais pas de penser à quel point ils avaient tort. Je n'étais pas une rêveuse en difficulté. Je dirigeais une entreprise, Russell Events, qui rapportait $3 500 000 par an. $3 500 000. Laissez ça s'imprégner. J'avais tout commencé à partir de rien, transformant mon talent pour les détails en une puissance qui planifiait des événements de haut niveau pour des entreprises à travers le pays. L'année dernière seulement, j'ai organisé une conférence nationale sur la technologie à Dallas pour une entreprise du Fortune 500, coordonnant 500 fournisseurs et une liste d'invités de milliers de personnes. Je m'étais envolé pour New York pour gérer un gala de bienfaisance pour un géant de la vente au détail, en le réalisant sans accroc. Mon équipe de 20 employés travaillait dans un bureau élégant à Little Rock, et notre réputation était inébranlable. Des clients comme Walmart, dont le siège est ici même en Arkansas, me faisaient confiance pour organiser des événements irréprochables. Ce n'est pas un passe-temps, c'est un héritage. Mais ce n'est pas seulement ma carrière qu'ils ont mal comprise. Je vivais dans un appartement penthouse au centre-ville de Little Rock, un endroit avec des baies vitrées et une vue sur la rivière Arkansas. Je l'avais acheté comptant il y a 2 ans. Pas d'hypothèque, pas de dette. Et cette phrase sur le fait que personne ne m'épouserait, ça m'a fait le plus mal parce que j'étais fiancé à Daniel Wright, mon fiancé, un homme qui avait construit sa propre start-up technologique à partir de rien. Daniel n'était pas seulement un succès, c'était un visionnaire, le genre de personne qui transformait des idées en transactions de plusieurs millions de dollars. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement de réseautage que j'avais organisé il y a 3 ans, nous nous étions entendus sur des ambitions communes et nous nous étions fiancés l'été dernier. Il était mon partenaire dans tous les sens du terme, me poussant toujours à viser plus haut. Nous passions des soirées à planifier notre avenir, de la construction d'une maison au voyage à travers le monde. Penser que mes parents me croyaient une excentrique solitaire était presque risible si ça ne faisait pas si mal. Plus je pensais à leurs mots, plus cela devenait clair. Ils avaient construit tout un récit sur moi. Dans leur esprit, j'étais la fille qui avait besoin d'être corrigée, tandis que Paige, ma sœur, était celle qu'il fallait imiter. Ils pensaient que je pataugeais, que je viendrais ramper vers eux pour obtenir de l'aide, que Paige était celle qui allait de l'avant. C'était comme s'ils avaient effacé tout ce que j'avais accompli. Je me suis souvenu des fois où ils s'étaient renseignés sur mon travail, leurs questions étant empreintes de pitié. « Comment va ta petite entreprise » disait maman, son sourire crispé. Papa hochait la tête, suggérant que je considère un « vrai travail » comme le truc de Paige dans les médias. J'avais pris ça à la légère en pensant qu'il s'agissait d'inquiétude, mais maintenant je voyais ce que c'était, de la condescendance. Ils avaient pris mon succès et l'avaient transformé en échec, racontant probablement à toute la famille que j'avais du mal à joindre les deux bouts. J'avais envie d'entrer chez eux et de rétablir la vérité. Je pouvais me l'imaginer, entrer, énumérer mes clients, leur montrer mes relevés bancaires, présenter Daniel. Mais ça ne suffirait pas. Ils minimiseraient, trouveraient des excuses, ou pire, insisteraient encore plus. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui les forcerait à me voir non pas leur version de moi, mais la vraie Charlotte Russell. Je n'allais pas crier ou supplier pour obtenir leur respect. J'allais leur montrer, étape par étape, d'une manière qui frapperait plus fort que n'importe quelle dispute. Ma colère n'était pas seulement à cause de leurs mots. C'était à cause d'années à être sous-estimé, à leur avoir tout donné alors qu'ils ne me donnaient rien d'autre que du jugement. J'ai commencé à réfléchir à la façon de renverser la situation, de les faire face à la vérité devant tous ceux qui avaient cru à leurs mensonges. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver que j'avais raison. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à reconstituer leurs mensonges.
La douleur des paroles de mes parents ne s'était pas estompée, mais je l'avais transformée en carburant. Je n'allais pas laisser leur faux récit me définir. Au lieu de cela, j'ai élaboré un plan, 3 phases précises pour leur montrer qui j'étais vraiment. Phase 1, recueillir des informations pour voir jusqu'où leur histoire s'était répandue. Phase 2, jouer la fille ratée qu'ils pensaient que j'étais. Phase 3, exposer la vérité lors de la fête de fiançailles de ma sœur, où ils n'auraient d'autre choix que d'y faire face. Il ne s'agissait pas de cris ou de disputes privées. Je voulais un moment qui les frapperait fort devant tous ceux qui avaient entendu leur version de moi. J'ai pris un cahier et j'ai commencé à noter chaque étape, chaque détail, comme si j'organisais un de mes événements d'entreprise. La précision était ma force, et je l'utiliserais pour renverser leur histoire. Ma première action a été de parler à ma meilleure amie, Courtney Lane. Courtney est mon rock depuis l'université, toujours à mes côtés, et elle travaille avec moi chez Russell Events. Je l'ai appelée et j'ai tout déballé. Il pense que je suis un désastre, lui ai-je dit, en faisant les 100 pas dans mon bureau. Ils disent à Paige que je suis un cas de charité, que je ne m'en sortirai jamais dans la vie. Courtney n'a pas hésité. Ils sont aveugles, a-t-elle dit. Tu as construit un empire, et ils sont trop coincés dans leur propre tête pour le voir. Tu dois leur clouer le bec, et en grand. Ces mots ont allumé un feu en moi. Elle ne se contentait pas de m'encourager, elle me poussait à prendre le contrôle. Nous avons fait un brainstorming autour d'un café, et elle m'a suggéré d'approfondir ce que mes parents disaient dans mon dos. Parle à ta famille, a-t-elle dit. Découvre à qui d'autre ils ont servi ces bêtises. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ensuite, j'ai contacté ma tante Gloria Dunn. Gloria tient une boutique à Little Rock, toujours habillée de façon impressionnante et prompte à partager les potins. Je suis allé à sa boutique un mardi tranquille, en faisant semblant de vouloir juste prendre des nouvelles. Autour d'un thé, j'ai orienté la conversation vers la famille. Alors, comment vont tout le monde, ai-je demandé, en restant décontracté. Gloria a soupiré, son ton compatissant. Ta mère est inquiète pour toi, Charlotte, elle dit que tu as du mal avec ce truc d'événement, que tu arrives à peine à joindre les deux bouts. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai joué le jeu, ah, vraiment? Qu'a-t-elle dit d'autre? Gloria a hésité, puis a admis que maman lui avait dit que j'étais trop bizarre pour me poser, que je devais devenir sérieuse comme Paige. C'était comme réentendre la note vocale. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas juste un coup de gueule isolé. Il répandait ce mensonge à la famille, me dépeignant comme un échec. Je n'avais pas terminé. J'ai appelé mon cousin Dylan Dunn, le fils de Gloria. Dylan a 25 ans, c'est un geek qui est toujours collé à son ordinateur portable. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant, et je suis allé droit au but. Dylan, maman ou papa ont-ils dit quelque chose sur moi ces derniers temps? Il avait l'air mal à l'aise, remuant son café. Ouais, ils ont mentionné que tu traversais une période difficile, a-t-il dit, comme financièrement et tout. Papa a dit que tu pourrais avoir besoin d'un prêt bientôt. C'était ça. La confirmation que leur histoire s'était répandue au-delà de Paige. Je l'ai pressé, en gardant ma voix ferme. Ont-ils dit quelque chose sur ma vie personnelle? Dylan a acquiescé. Ils pensent que tu es un peu seul, tu sais, que tu ne sors avec personne de sérieux. J'ai forcé un sourire, cachant la fureur qui montait en moi. Ils avaient construit tout un mythe sur moi, et mon propre cousin y croyait. Chaque conversation était une autre pièce du puzzle. J'ai tout noté, la pitié de Gloria, les aveux maladroits de Dylan, les conseils de Courtney. Chaque note était une arme pour la phase 3. Je n'étais plus seulement en colère, j'étais déterminé. Mes parents pensaient pouvoir réécrire ma vie, mais j'allais leur montrer la vérité pas avec des larmes ou des disputes, mais avec un plan qui les laisserait sans voix. J'ai commencé à penser à la fête de fiançailles de Paige, comment elle pourrait être la scène parfaite. J'y serais, aidant à la planification, et ils ne verraient rien venir. Il ne s'agissait pas de leur faire du mal, il s'agissait de récupérer mon histoire. Un mois après le début de mon plan, j'ai commencé à agir comme la fille qu'ils décrivaient. J'avais mis en place ma stratégie, et il était temps maintenant de passer à la phase 2, convaincre maman et papa que j'étais le désastre en difficulté qu'ils croyaient que j'étais. Il n'était pas facile de jouer ce rôle, mais j'étais déterminé. J'avais besoin qu'ils insistent sur leur histoire pour que je puisse tout enregistrer. Ma première étape a été de passer un appel que je n'aurais jamais cru faire. J'ai composé le numéro de maman, ma voix tremblant intentionnellement. Salut, maman.
Les temps sont durs ces derniers temps, ai-je dit, avalant ma salive pour que ça sonne vrai. Pourrais-je emprunter 50 $ pour l'épicerie? Il y a eu une pause. Puis son ton a pris ce mélange familier de pitié et de supériorité. Oh, Charlotte, je savais que ça allait t'arriver, a-t-elle dit. Tu ne peux pas continuer avec cette petite entreprise à toi. Je t'enverrai l'argent, mais tu devrais vraiment penser à un emploi stable. J'ai serré les dents, forçant un faible merci, maman, avant de raccrocher. J'ai d'abord appuyé sur enregistrement sur mon téléphone. La loi de l'Arkansas autorise le consentement unilatéral, donc j'étais en règle. Papa était le suivant. Je l'ai appelé le même jour, continuant à jouer la comédie. Papa, je suis à court d'argent, ai-je admis, laissant ma voix se briser. J'ai juste besoin de 50 $ pour m'en sortir. Il n'a même pas hésité. C'est pour ça qu'on t'a dit de choisir une vraie carrière, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu es trop vieille pour courir après des rêves. Regarde ta sœur. Elle a compris. J'ai marmonné quelque chose à propos d'essayer plus fort, mon estomac se tordant pendant que j'enregistrais chaque mot. Leur réponse était exactement ce à quoi je m'attendais, suffisante, critique, comme s'ils attendaient que j'échoue. Chaque appel était une pièce à conviction, un autre clou dans le cercueil de leur faux récit. J'ai sauvegardé les enregistrements dans un dossier sécurisé, étiqueté et daté, sachant qu'ils joueraient un grand rôle plus tard. Pour que leur histoire tienne, j'ai commencé à me retirer des événements familiaux. Il y avait un barbecue chez mes parents le week-end suivant, une chose habituelle où tout le monde se réunissait. J'ai envoyé un texto à Paige, disant « Désolé, le travail a été stressant. Je ne peux pas venir. » Elle a répondu rapidement « J'espère que tu vas bien » mais je pouvais dire qu'elle y croyait. Maman a appelé quelques jours plus tard, m'invitant à une fête prénatale d'une cousine. Je suis débordé de dates limites, ai-je menti, gardant un ton lourd. Peut-être la prochaine fois. Elle a soupiré, comme si elle était déçue mais pas surprise. Tu travailles trop dur pour si peu, a-t-elle dit. Tu devrais faire une pause et repenser tes priorités. J'ai enregistré ça aussi, ma mâchoire serrée pendant que je jouais le jeu. Chaque excuse que je donnais alimentait leur idée que j'étais en difficulté, que ma vie s'écroulait. Ça marchait. Ils gobaient ça. Courtney était mon point d'ancrage dans tout ça. Je l'ai rencontré dans un café à Little Rock, ayant besoin de me défouler. Je déteste prétendre être cette version pathétique de moi-même, lui ai-je dit, en remuant mon café. C'est comme si je trahissais tout ce que j'ai construit. Courtney s'est penchée en avant, ses yeux perçants. Tu ne trahis rien, a-t-elle dit. Tu joues à leur jeu mieux qu'eux. Reste concentré, ça va en valoir la peine. Elle m'a rappelé pourquoi je faisais ça, non seulement pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais aussi pour reprendre ma vérité. Nous avons passé en revue mes notes, les enregistrements, la chronologie. Tu as ce qu'il faut, a-t-elle dit, me serrant la main. Le moment venu, ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Sa confiance m'a gardé les pieds sur terre, me poussant à m'en tenir au plan, même quand j'avais l'impression de perdre un morceau de moi-même. Chaque étape était calculée. Je ne faisais pas que jouer un rôle, je construisais un dossier. Les enregistrements, les événements manqués, la façon dont j'ai laissé maman et papa croire qu'ils avaient raison, tout cela menait au moment où je retournerais leurs paroles contre eux. Je n'allais plus laisser leurs mensonges me définir. Je préparais le terrain pour quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir, et j'étais prête à faire en sorte que ça compte. À l'approche de la fête de fiançailles de Paige, mon plan s'est mis en place. Je jouais la fille en difficulté depuis des semaines, et il était maintenant temps de préparer le terrain pour la phase 3, la grande révélation. La fête de ma sœur était l'occasion idéale, et je me suis proposé de m'occuper de la planification gratuitement, comme je l'ai toujours fait. J'ai conçu des invitations personnalisées pour l'événement de Paige, des cartes élégantes avec des accents de feuilles d'or qui criaient la sophistication. J'ai créé des panneaux pour le lieu, un hôtel 5 étoiles au centre-ville de Little Rock, avec des polices élégantes et modernes qui correspondaient à l'ambiance haut de gamme. Les décorations étaient mon chef-d'œuvre, des arrangements floraux en cascade, des lustres en cristal et une toile de fond photographique qui volerait la vedette. Chaque détail était impeccable, le genre de travail qui a fait de mon entreprise un incontournable pour les géants du secteur. J'y ai mis toute mon expertise, sachant que maman et papa le verraient et trouveraient quand même un moyen de me dénigrer. Bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. Une semaine avant la fête, je les ai rencontrés chez eux pour leur montrer les conceptions.
J'ai étalé les invitations et les maquettes de signalisation sur leur table à manger, espérant au moins un signe d'approbation. Au lieu de cela, maman a pincé les lèvres. C'est mignon, Charlotte, mais un peu amateur, tu ne trouves pas, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Paige. Papa a hoché la tête, ajoutant, c'est bien que tu essaies, mais ce n'est pas exactement de qualité professionnelle. Paige est restée là, silencieuse, ses yeux passant de l'un à l'autre. J'ai avalé ma colère, forçant un sourire. Je vais les retoucher, ai-je dit, jouant le jeu de leur récit. À l'intérieur, j'étais furieuse. Mon travail avait été présenté dans des blogs spécialisés, salué par des PDG, et voilà qu'ils le qualifiaient d'amateur devant ma sœur. J'ai noté leurs commentaires dans mon carnet plus tard, une autre pièce à conviction pour le moment vers lequel je me suis construite. Pendant qu'ils me sous-estimaient, je travaillais sur quelque chose de plus grand. J'ai contacté une personne à Arkansas Life, un magazine local qui couvre les affaires et la culture. J'avais travaillé avec leur rédactrice en chef, Sarah Mitchell, sur un événement caritatif l'année dernière, et elle avait été impressionnée par la croissance de mon entreprise. Je lui ai présenté un reportage sur Russell Events, le présentant comme l'histoire d'une entrepreneur de Little Rock qui a surmonté les obstacles. Nous serions ravis de vous mettre en avant, a déclaré Sarah au téléphone. Votre succès est une source d'inspiration. Je lui ai demandé de programmer la publication de l'article pour le lendemain matin de la fête de Paige, afin de m'assurer qu'il arrive en kiosque au moment où ma famille s'y attendrait le moins. L'article détaillerait mon entreprise de 3 500 000 $, mes clients de haut niveau et mon parcours d'une petite start-up à une puissance régionale. C'était le genre de validation que mes parents ne pouvaient pas ignorer, et je me suis assuré que c'était verrouillé. De retour à mon bureau, j'ai commencé à rédiger mon discours pour la fête. Ce n'allait pas être un toast à Paige, ça allait être mon moment. J'ai écrit avec soin, choisissant des mots qui trancheraient leurs suppositions sans paraître amers. Je voulais exposer la vérité, mon succès, mon indépendance, ma vie qu'ils avaient mal jugée. Je me suis entraîné devant un miroir, gardant un ton calme mais ferme, m'assurant que chaque phrase ait un impact. Puis sont venus les enregistrements. J'ai compilé l'audio de mes appels avec maman et papa, ceux où ils me faisaient la morale sur les emplois stables et les vraies carrières. Je les ai montés en un clip court et puissant, juste assez pour montrer leurs paroles sans trop s'attarder. Je les testais sur mon ordinateur portable, imaginant leur visage quand ils seraient diffusés devant leurs amis et leur famille. Tout se mettait en place, et j'ai ressenti une poussée de confiance. Il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort, il s'agissait de reprendre mon histoire d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Le soir de la fête de fiançailles de Paige, je me suis avancé vers le micro. La salle de bal du Little Rock Marriott bourdonnait de plus d'une centaine d'invités, familles, amis et collègues de Paige, entourés des décorations que j'avais conçues gratuitement, les invitations en feuilles d'or, les arrangements floraux en cascade de chaque table, la signalisation élégante dirigeant les invités vers la toile de fond photographique. C'était tout mon travail, un témoignage de mes compétences. Mais je n'étais pas là pour célébrer Paige, j'étais là pour remettre les pendules à l'heure. Mon cœur battait la chamade alors que je tapotais le micro, la pièce se taisant. J'ai pris une profonde inspiration, mon discours mémorisé, mon plan prêt à se dérouler. C'était le moment vers lequel je me construisais depuis des mois. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix stable, je veux partager quelque chose avant que nous ne portions un toast à ma sœur. J'ai levé mon téléphone, connecté au système de sonorisation de la salle. Mes parents m'ont envoyé un mémo vocal par erreur il y a quelques mois, destiné à Paige. Écoutons ce qu'ils pensent vraiment de moi. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de maman a rempli la pièce, tranchante et blessante. Charlotte est tellement excentrique. Sa petite entreprise d'événements est tellement instable. Personne n'épouserait quelqu'un comme elle. Puis papa, elle patauge. Paige, c'est toi dont nous sommes fiers. La foule a halté, des murmures se sont répandus dans la pièce. J'ai arrêté le clip, laissant les mots planer dans l'air. Le visage de maman est devenu pâle. Papa s'est figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Paige a regardé le sol, ses joues rouges. Je ne me suis pas arrêté là. Puisqu'ils ont mentionné ma vie personnelle, ai-je dit, me tournant sur le côté, j'aimerais vous présenter mon fiancé, Daniel Wright. Daniel s'est avancé, grand et confiant, sa start-up technologique étant un nom familier en Arkansas. La foule a murmuré, certains applaudissant pendant qu'il saluait. Daniel est mon partenaire depuis des années, ai-je continué, et nous construisons un avenir ensemble.
Tant pis pour eux, personne ne m'épouserait au point. J'ai fait une pause, laissant ça s'imprégner. Quant à ma carrière, je dirige Russell Events, une entreprise qui rapporte 3 500 000 $ par an. J'ai organisé des événements pour des entreprises Fortune 500, y compris les décorations que vous voyez ce soir, invitations en feuilles d'or, présentation florale, signalisation, tout fait gratuitement par amour pour ma sœur. J'ai fait un geste vers la pièce, ma voix s'élevant. Ces conceptions amateurs, comme mes parents les ont appelées, sont le travail d'une équipe qui a gagné les éloges des PDG et des leaders de l'industrie. Mais mes parents, ils vous ont dit que j'étais en difficulté, que j'avais besoin de pêche pour me guider. Ils ont construit un mensonge, et j'en ai fini de le laisser tenir. La pièce était maintenant d'un silence de mort, tous les regards fixés sur moi. Maman a essayé de parler, sa voix tremblant. Charlotte, nous ne voulions pas dire. Je l'ai interrompue. Vous pensiez chaque mot que vous avez dit. Vous l'avez répandu à la famille, à tante Gloria, à Dylan, à tous ceux qui voulaient bien écouter. Mais ce soir, vous voyez la vérité. La foule était stupéfaite, certains hochant la tête, d'autres murmurant. Paige avait l'air de vouloir disparaître, ses mains se tordant dans ses genoux. Le visage de papa était rouge, sa confiance habituelle disparut. J'ai ressenti une poussée de satisfaction, pas de joie, mais de justice. J'avais mis à nu leur hypocrisie, et il n'y avait pas de retour en arrière. J'espère que vous apprécierez la fête, ai-je dit, mon ton final. J'y ai mis tout mon cœur, comme je l'ai toujours fait pour cette famille. J'ai posé le micro, j'ai pris la main de Daniel et je suis sorti. Les murmures nous ont suivis, mais je ne me suis pas retourné. J'avais dit ce que j'avais à dire, et le poids de leurs mensonges s'est envolé de mes épaules. 3 mois après la fête, ma vie était complètement différente. En sortant de cette salle de bal main dans la main avec Daniel, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La vérité était révélée, et j'en avais fini de porter le poids des mensonges de mes parents. J'ai fait un choix ce soir-là, plus de contact avec Édouard et Pamela. Ils ont essayé de me contacter, appels téléphoniques, textos, même une lettre envoyée à mon bureau, mais je n'ai pas répondu. Leurs messages vocaux étaient pleins d'excuses, affirmant qu'ils ne le pensaient pas de cette façon, mais j'en avais assez entendu. J'ai bloqué leur numéro et renvoyé la lettre non ouverte. Il ne s'agissait pas de garder rancune, il s'agissait de protéger ma paix. J'avais passé trop de temps à essayer de gagner leur approbation, et j'étais enfin libéré de ce fardeau. Les conséquences pour Édouard et Pamela ont été rapides. Tante Gloria m'a appelé une semaine après la fête, sa voix lourde d'incrédulité. Ils ont perdu le respect de tout le monde, a-t-elle dit. Plus personne dans la famille ne leur fait confiance. Cousins, oncles, même leurs amis proches se sont distanciés, stupéfaits de la façon dont ils m'avaient dénaturé. Dylan m'a envoyé un texto, admettant qu'ils se sentaient trahis par leurs histoires. Je n'avais aucune idée que tu allais si bien, a-t-il écrit. Ils ont fait croire que tu t'effondrais. Leur crédibilité était anéantie, et ils n'avaient qu'eux-mêmes à blâmer. Je ne me suis pas réjoui de leur isolement, mais je ne pouvais pas nier que c'était juste. Ils avaient construit un récit pour me démolir, et maintenant ils s'étaient effondrés sur eux. Ma carrière, par contre, était en plein essor. L'article d'Arkansas Life est arrivé en kiosque le lendemain matin de la fête, comme prévu. Intitulé Charlotte Russell, la centrale d'événements de Little Rock, il détaillait mon parcours, mon entreprise de 3 500 000 $ et mon travail avec des clients de premier plan comme Walmart. La réponse a été écrasante. En quelques jours, ma boîte de réception a été inondée de demandes de renseignements de nouveaux clients, entreprises, organisations à but non lucratif, même une start-up technologique à Bentonville. J'ai signé 3 contrats majeurs ce mois-là seulement, dont le gala annuel d'un détaillant national. Mon équipe chez Russell Events a dû s'agrandir, embauchant 5 nouveaux employés pour suivre le rythme. L'article n'a pas seulement validé mon succès, il a ouvert des portes auxquelles je n'avais même pas encore frappé. Je me sentais imparable, comme si chaque étape que j'avais franchie m'avait mené à ce moment. Paige m'a contacté un mois plus tard, me demandant de la rencontrer. J'ai accepté, mais seulement dans un endroit neutre, un restaurant tranquille au centre-ville de Little Rock. Elle avait l'air nerveuse, tripotant sa tasse de café. Je ne savais pas qu'il disait ces choses, a-t-elle dit, sa voix douce. Je suis désolé, Charlotte. Pouvons-nous arranger ça? Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Une partie de moi voulait croire qu'elle le pensait, mais je ne pouvais pas ignorer la façon dont elle était restée silencieuse à la fête, laissant leurs mensonges s'attarder.
Ai-je dit, je t'aime, mais j'en ai fini avec les relations qui me font me sentir petite. J'ai besoin de me concentrer sur les gens qui me soutiennent. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, mais je suis resté ferme. Le respect de soi n'était pas négociable, même pour la famille. Je lui ai souhaité bonne chance, j'ai payé mon café et je suis parti. Nous ne nous sommes pas reparlé depuis. Avec le recul, j'ai appris quelque chose de profond à travers tout cela. Se défendre ne consiste pas seulement à dénoncer les mensonges, il s'agit de refuser de laisser quiconque, même la famille, définir votre valeur. J'ai passé des années à essayer de plaire à Edouard et Pamela, espérant qu'ils me verraient pour qui j'étais. Mais leur jugement n'était pas à propos de moi, il s'agissait de leurs propres préjugés. Les éliminer n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. J'ai trouvé de la force à me choisir, à construire une vie qui reflète ma vérité. Si vous regardez ça et que vous vous êtes déjà senti rejeté ou sous-estimé, sachez ceci, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous avez le pouvoir de vous tenir droite, de vous éloigner de la toxicité et de créer une vie qui est la vôtre. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Qu'auriez-vous fait à ma place ?